La restauration, c'est un marché aujourd'hui qui est ultra concurrentiel et très dur. S'il n'y a pas une réinvention tous les 1, 2, 3 ans, les concepts s'écroulent. La première histoire de Bichef, c'était comment on va monter entre 50 et 100 restaurants. Puis maintenant, c'est comment on va passer au-delà des 100 et structurellement, il y a encore des choses à franchir. Bon Julien, est-ce qu'on serait pas parti? Allez, Let's go. allons-y. Bon bah déjà, je suis très content de te recevoir sur la brigade. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Et bah c'était avec plaisir. Ici, on parle food, donc ça tombe bien, parce que tu as fondé Bichef, qui est une ancienne spécialisée en burgers gourmet, qui fête cette année son 10e anniversaire, qui compte plus de 60 établissements, si je dis pas de bêtises. Une soixantaine. Une soixantaine Ouais, d'établissements. ouais. Et du coup, je pense qu'un excellent moyen pour commencer, si ça te va, c'est de commencer par parler de toi, ce que tu fais, comment tu as commencé et qu'est-ce qui t'a conduit du coup en 2015 à monter Bichef. Ok. Eh ben écoute, moi j'ai pas d'histoire dingue. Je sais qu'aujourd'hui, pour avoir une boîte, faut avoir une histoire de fou derrière et tout. Moi, j'ai pas ça. Moi, je suis ingénieur aéronautique de formation. Je suis pas du tout parti dans cette direction au départ. J'ai fait du conseil pendant une dizaine d'années et arrivé à l'aube de mes 30 ans, certains diront que c'est la crise de la trentaine, j'en sais rien. Mais je suis parti faire le tour du monde. Je suis revenu avec plein d'idées dans la tête que je voulais faire plein de choses de ma vie, mais pas rester enfermé dans le salariat. Et donc, je me suis lancé au pif. On va vraiment le dire comme ça. Je me suis lancé complètement à l'improviste. J'ai testé des choses, un petit peu dans la tech, un petit peu... enfin, bref, pour arriver un jour à me dire, bon... en vrai, j'ai quand même une problématique, c'est que c'est cool d'être libre et entrepreneur, mais il va falloir un secteur qui m'éclate et dans lequel j'ai un peu de challenge. Et la restauration m'est tombée dessus, vraiment par hasard, au fil de discussions avec des amis, et puis particulièrement avec une qui, elle, voulait monter une franchise à l'époque. Et qu'on a emmené sur un salon pour découvrir les franchises. Et moi, en fait, découvrant les franchises, j'ai trouvé ça très cool. Je devais juste la conseiller sur l'aspect économique, financier, dans quoi se lancer. Et puis finalement, moi, je trouvais ça très cool. Et je me suis dit, réfléchis à ce truc-là. Et la première boîte que j'ai fondée, qui s'appelait donc Bagel Chef, qui est le père de Bichef. Ok. Je l'ai fondé vraiment sur un coup de tête comme ça, après le salon de la franchise, en me disant pourquoi tu lancerais pas un truc dans ce secteur, ça a l'air cool. La restauration, c'est un secteur qui est fun, t'aimes bien bouffer, bah vas-y. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire dingue et j'ai lancé ça en 2014. Et un an plus tard, j'avais ouvert... 2015, j'avais ouvert 3 restaurants déjà. Et j'ai décidé de lancer la franchise sur la boîte qui s'appelait Bagel Chef. Ok. Et en fait, le jour où on a signé notre premier franchisé, qui d'ailleurs est encore avec nous aujourd'hui, le jour où j'ai signé avec lui, j'ai eu une espèce de peur de me dire, mais attends, le bagel, c'est un produit vachement tendance, mais les tendances, ça va, ça vient. Il y a eu les pâtes, dans les années 2000, ça s'est cassé la gueule d'un coup. Et donc, je sais pas, j'ai eu vraiment cette grosse peur. Et j'ai dit, il nous faut un truc un peu plus solide, un point d'ancrage dans le produit qui soit quelque chose de plus fort. Et donc, à la base, mon idée n'était pas de dire on va faire du burger, parce qu'il y avait déjà, en plus sur le premium, il y avait Big Fernand à l'époque qui trustait vraiment, je sais pas s'il trustait le marché, mais en tout cas d'un point de vue communication, on parlait que d'eux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ce que je venais de lire à l'époque, et je me souviens qu'il y a un Big Fernand qui a ouvert à Lille. Je pense que c'était à peu près à la même période. Ouais, Et c'était vraiment le truc qui drainait tout le monde. c'est ça. Ils ont eu vraiment leur truc, et puis il y avait une dizaine d'enseignes derrière qui se lançaient pour faire la même chose. Donc c'était pas forcément le burger, mais en tout cas à l'époque j'ai dit on a la boisson qui est un truc fort, on a le burger qui peut devenir un truc, on a le bagel. Et ben, on va garder le B de Bagel Chef et on va enlever le Hegel pour pas que ce soit trop connoté. Et au moins, advienne que pourra, à l'avenir, on aura un truc qui sera plus connoté sur l'aspect chef que sur l'aspect bagel. Et c'était vraiment comme ça que la marque est née. Ok. C'est d'une dérive de la marque historique.
sur laquelle moi je voulais pas rester. Je le regrette pas aujourd'hui, même si j'ai quelques, je sais pas comment on dit, collègues, confrères, j'en sais rien, qui ont monté des trucs dans le bagel et qui sont encore là et qui ont bien tenu. Je pense qu'à 3 enseignes, et puis avec l'ambition que j'avais moi à l'époque, je pense que ça aurait pas tenu. Le marché était trop petit. Donc on aurait très vite été dans un mode concurrentiel énorme, ça aurait pas été viable. Donc j'ai aucun regret là-dessus. Et en fait, le burger s'est imposé à nous. Il a mis 10 ans à s'imposer à nous. Ok. Et Moi, je pensais aujourd'hui, que c'était vraiment depuis le début, que c'était justement dans cette logique de Big Fernand pas du tout. qui est. Ok. Pas du tout. Moi, ma logique au départ, quand j'ai lancé un truc, euh, c'était de faire quelque chose de quali, mais de pas cher. En fait, j'avais un. C'est rigolo d'ailleurs, parce que j'admire vraiment ce qui a été fait avec Big Fernand. C'est une belle marque, c'était le produit bien pensé et tout. Mais à l'époque, j'avais un peu ce truc de ça m'énervait. Parce qu'on disait, ouais, on fait un produit de qualité, mais ça valait globalement beaucoup trop cher pour la majorité de mes potes. Me disaient, mais on va pas les bouffer là, tu te fous de ma gueule, t'as vu le prix du burger? Moi, je vais acheter un burger à côté, ça vaut 5 balles. Et donc, j'avais un peu ce truc de. Enfin, ok, c'est super pour les Parisiens, c'est super pour quelques métropoles, mais en fait. En France, il y a aussi la province. Et Ouais. en province, le burger, à l'époque, on n'était pas à 15. Oh, si, on devait être à 13, 14 euros le menu. C'était cher. Ouais, c'est vrai. Maintenant, ils sont à 20. Donc, c'est encore un autre monde. Mais j'avais vraiment ce truc, moi, à la base, quand j'ai commencé, c'était de me dire comment on va faire un truc. Ok, on va faire un truc quali parce que on était vraiment 2014-2015, on était dans cette tendance de monter en gamme dans tout le fast-food avec ce qu'on appelait le fast casual, là, qui était la espèce de révolution qui n'a jamais vraiment eu lieu. Mais aujourd'hui, il y a encore plein de concepts qui se Ouais, revendiquent fast fast good aussi, on casual. entend un petit peu. Ouais, fast good. Et donc, je me disais, comment on fait ça, mais comment on fait pour pas que ça coûte le double d'un McDo? Et ça a toujours été la ligne directrice de Bichef, ça a toujours été ça, pas le burger. Ouais. En fait, vraiment, le burger est venu se réimposer récemment parce que c'est le produit que les clients plébiscitent. Ok. Et c'est assez marrant parce que du coup, moi, je voyais vraiment le burger comme un produit phare chez vous parce que, en fait, depuis le début, depuis l'histoire du fast-food, ça fait partie du podium des produits les plus consommés. Donc, en fait, par choix, lorsqu'on lance un nouveau réseau ou qu'on lance un nouveau restaurant, on a tendance à se diriger vers ce qui fonctionne. Surtout à l'époque où, bah, du coup, il y avait déjà des grosses marques qui devaient rendre le truc assez glamour et donner envie de partir dans ça. Et donc, dès le début, ça a été multi-produit. Ouais. Comment est-ce que, quand tu n'as jamais vraiment fait de restauration et que tu lances un concept qui se voulait déjà dès le début être un réseau de franchise, puisque tu me dis que tu as ouvert quand même assez rapidement Ouais. plusieurs établissements, comment tu arrives à trouver quand même un positionnement dans tout ça parce que du coup, ça va au-delà de simplement, tu vois, des enseignes qui sont monoproduits. Là, c'est vraiment, du coup, j'imagine peut-être sur l'expérience, peut-être sur, bah, tu me disais, le fait de proposer du bon, pas trop cher. Quelle a été la ligne conductrice, s'il y en a une, ou quel a été l'élément qui vous a différencié à ce moment-là dans l'univers, entre guillemets, des réseaux de franchise? Alors, la ligne conductrice, officiellement, c'était bon, pas cher. C'était comment on fait un peu plus quali, mais à un prix pas élevé. Ça a toujours été là. C'est encore là aujourd'hui. Euh, si, c'est 10 ans, donc ça a été long. Mais en réalité, avec le recul maintenant, je me rends compte que c'est un fondement de notre marque. Mais en réalité, c'est pas un fondement de communication. On a voulu communiquer là-dessus. Ça n'a jamais été un pouvoir d'attraction pour le client de se dire c'est bon et pas cher. Ouais. Jamais. Parce qu'en fait, soit c'est pas cher, donc ils vont chez McDo ou chez BK et ils prennent un menu à 5 euros, soit c'est bon et ils vont chez Big Fernand. Donc en fait, ce taxe-là, historiquement, c'est pas ce qui a créé notre succès. Même si c'était un fondement et que beaucoup de nos clients l'ont revendiqué comme un truc qui leur plaisait chez nous, c'est-à-dire bah, j'ai mon ticket resto et j'ai mangé un produit meilleur que McDo. C'est un truc qui revient très souvent quand on interroge nos clients. Le service en a été un aussi. Alors, pour moi, ça fait partie du bon, c'est-à-dire quand on dit je veux euh, créer une expérience premium, gourmet, tout ce que tu veux, mais pour pas cher. Pour moi, l'expérience, c'est pas juste le produit parfait. C'est un ensemble entre la qualité d'accueil, la qualité de service et le produit. Ok. Citons, d'ailleurs, on le remarque avec le recul chez nous et chez d'autres, des enseignes qui ont un très bon produit, mais avec un accueil merdique, en fait, ça prend pas. Ou à Ouais. contrario, même dans un réseau, quand tu as 20 restaurants, s'il y en a un qui a un accueil moins bon, bah, ça prend pas. Euh,
pareil, sur 2 réseaux avec un accueil similaire, si tu en as un qui a un produit un peu moins bon, ça prend pas. Donc il y a vraiment la cohérence de marque. Moi, j'ai mis du temps à m'imprégner de ce truc-là. Mais avec le recul et 10 ans, j'en arrive à la conclusion qu'en réalité, on ne peut pas considérer chaque partie indépendamment. Oui, si on fait un pur monoproduit, on va dire, moi, je fais le meilleur sandwich, etc. Mais même aujourd'hui, des purs monoproduits qui arrivent à bien pricer avec une expérience, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas si évident que ça. Surtout quand il commence à grandir, parce que l'expérience, il faut la dupliquer. Et quand, en réalité, le nerf de la guerre, il est là-dedans. Il n'est pas créer un restaurant dans un coin, l'opérer tout seul et puis dire moi j'ai un super truc, c'est facile. Le dupliquer à 40 ou 50 et que ce soit des restaurants détenus avec des salariés ou que ce soit des restaurants en franchise, là on arrive à un truc qui est quand même plus compliqué. Ouais. Donc bref, je pense que en tout cas le fil directeur a toujours été celui-là pour répondre à ta question. Je suis pas sûr que c'était le bon fil directeur pendant des années. Puisqu'on s'est rendu compte après le Covid et quand on a commencé à faire des vraies enquêtes clients un peu plus approfondies, qu'en fait, ce que nos clients valorisaient, certes, c'était ce rapport qualité-prix, mais pas que. Que le rapport qualité-prix en lui-même, il était important pour eux, mais que c'était pas ce qui les faisait revenir. Ouais. Ça les fait venir une fois, ils sont contents, mais en réalité, s'ils n'ont pas derrière un expérientiel, ça fonctionne pas. C'est pas suffisant. Ouais. Donc il y a eu un truc dans notre croissance qui a été, comment dire, euh, involontaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce truc qui est l'expérience qu'on n'a pas prédit, qu'on n'a pas voulu, qui n'était pas dans notre, je dirais, qui n'était pas écrit comme étant dans l'ADN de la marque et qui pourtant a existé par nous, par nos franchisés et qui a fonctionné. Et en fait, je pense que c'est ce cumul-là qui fait qu'aujourd'hui, on est encore là et puis qu'on a grandi et qu'on va continuer à grandir. Ok, bah c'est génial. Et du coup, sur cette partie produit, même si vous n'avez pas forcément souhaité communiquer, enfin, que ce soit pas la chose que vous ayez mis le plus en avant, ce rapport qualité-prix, il y a quand même un sujet derrière de gestion pour proposer le meilleur produit possible et garder des coûts qui soient tenables. Est-ce que ça a été de pair avec le fait que dès le début, vous ayez pensé réseau et pas simplement resto? Parce que j'imagine il y a quand même des économies d'échelle qui doivent être faites. Comment est-ce qu'aujourd'hui, si on veut nous lancer un concept ou lancer un restaurant et proposer quelque chose qui soit bon, qualitatif, mais pas cher, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut tout de suite raisonner réseau? Non, c'est possible. En fait, il y a deux choses. Effectivement, ouais, la taille du réseau, elle permet de faire des économies d'échelle. Après, sur le fond, entre nous et un McDo, par exemple, moi, je suis tout petit encore, donc je n'ai pas une capacité à faire des économies d'échelle de la taille de ce que vont faire les grands groupes aujourd'hui. Donc non, il ne faut pas se limiter à se dire je suis trop petit pour le faire. Et je pense que c'est... Alors, mon avis n'engage que moi, et je le dis toujours, n'allez pas croire que j'ai la science infuse, je peux me tromper. En tout cas, mon opinion sur beaucoup de concepts que je vois aujourd'hui se lancer, qui sont des très beaux concepts, ce qu'on n'avait pas nous au départ. Nous, c'est vraiment, parfois je dis, c'est rigolo, parce qu'on s'est lancé sur un concept qui était bancal, multi-produits, il n'y avait pas vraiment de spécialité, etc. Mais on a réussi à monter. La montée, elle se fait parce que, à mon sens, structurellement, c'est-à-dire les opérations d'un point de vue achat, construction de la carte, la manière dont on délivre dans les restaurants, la manière dont on recrute nos franchisés, tout ça a été bien. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur inverse, c'est-à-dire que moi, ça se rattrape, c'est-à-dire que maintenant, amener l'image de marque, je peux le faire, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. À l'inverse, partir sur une image de marque canon, mais négliger les opérations. Et effectivement, on va parler de cette histoire de dire ouais, mais moi je m'en fous, tout le monde m'adore sur les réseaux, je vais pricer hyper cher. Ok, mais combien de temps? Et combien de temps? Et est-ce que c'est durable? Et quand tu vas aller ouvrir à Besançon, est-ce que ça va marcher? Et en fait, il y a vraiment, pour le coup, dans notre construction, et moi, c'est ce que je soulignerai toujours comme une de nos forces, il y a ce truc de dire comment on va marcher en province, comment on va marcher dans la petite ville là-bas, c'est quoi le niveau de prix acceptable et c'est quoi le niveau concurrentiel. Donc derrière la façade Bichef, qui est ce qu'elle est aujourd'hui avec une belle croissance et des restaurants, en réalité, le vrai moteur, c'est la structure franchiseur, c'est-à-dire comment on accompagne les gars dans leur croissance, leur développement, leur gestion opérationnelle. Je pense que c'est un truc où on est très bon. Et de l'autre côté, il y a la structure opérationnelle du concept
nos marges, la façon dont la carte est construite, comment chaque produit a été pensé au détail, etc. Ça, c'est vraiment la force du concept aujourd'hui pour moi. Ok. Et tu as parlé de trucs très intéressants, surtout sur le fait que, enfin, sur la marque, aujourd'hui, nouveau concept. En l'espace de 10 ans, je pense que tu as dû voir quand même le marché bien, bien évoluer, surtout dans le nombre exponentiel de concepts, j'ai l'impression, qui sont en train d'ouvrir maintenant, qui ont tendance à être monoproduits et qui ont tendance, en fait, à être, j'ai l'impression, un peu à l'antipode de ce dont tu parlais, c'est-à-dire arriver très fort en marque, très fort en produit, très fort parisien aussi, et après essayer de l'étendre. Euh, Enfin, c'est quoi selon toi les grosses évolutions du marché par rapport à ça? Est-ce que ça a eu un impact aussi sur Bichef? Parce que j'imagine aujourd'hui, forcément, bon là il y a des sujets de communication en cours, venir avec la marque plus tard c'est plus facile, mais est-ce que quand même il y a un moment où il n'y a pas eu une bascule avec malgré vous le fait que il y a énormément de concepts qui sortent et que du coup ce soit difficile de tirer son épingle du jeu sans arriver avec plein de belles couleurs et enfin je grossis les traits mais Non, tu as raison. Alors, en fait, faut se dire un truc. Effectivement, c'est un marché. Moi, je dis toujours deux trucs aujourd'hui sur le marché. Un, en 10 ans, il a tellement changé. Je crois que j'ai rarement vu ça dans une industrie. Dans le conseil, j'ai vu beaucoup d'industries et beaucoup de métiers différents. Mais alors, la restauration, ce qui existait il y a 10 ans n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Euh, et effectivement, ça c'est un truc à retenir qui est important. Et l'autre truc, c'est que c'est un marché aujourd'hui qui est ultra concurrentiel et très dur. En tout cas, à mon sens. Ce qui provoque aujourd'hui le fait qu'on a beaucoup de concepts qui arrivent. Très beau d'ailleurs, honnêtement, moi je suis admiratif, je vois des trucs sortir là tous les 3 mois qui sont assez dingues esthétiquement, le produit est bon, il est bien fait, etc. Très souvent, je trouve que la limite est dans le pricing. Dans le pricing ou dans le caractère duplicable, soit c'est le pricing, soit c'est la complexité des opérations. C'est-à-dire que c'est beau, mais en fait, je prends un truc con, mais quelqu'un qui va faire du 100% fait maison, euh, c'est super, mais en termes de duplication, c'est très dur parce qu'il va falloir aller chercher des mecs qui sont indépendants, qui ont des profils, très souvent, les gars qui postulent à la franchise, c'est des profils très variés. Il va falloir trouver des gars qui sont capables, opérationnellement, d'apprendre la cuisine, de le gérer, de gérer proprement un restaurant, d'avoir les épaules pour... Enfin, c'est hyper complexe. Donc, bref, aujourd'hui, on a des très beaux concepts. Mais néanmoins, on a une intensité concurrentielle qui est assez délire. Je pense que le point de bascule du marché dans son ensemble, et d'ailleurs que moi j'estime avoir saisi très tard, peut-être, je ne veux pas dire trop tard, il n'est jamais trop tard, et puis de toute façon, demain il y en aura un autre. Mais en tout cas, à mon avis, c'est l'essor des réseaux sociaux. Pas dans le sens où on le pense, c'est-à-dire... partout, on va entendre ouais, aujourd'hui, toute la com, c'est les réseaux sociaux, ça y est, le vieux monde, il est parti, etc. Ça, je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où j'ai un exemple assez bête. On a investi il y a 2 ans dans de la pub télé et on a investi le même montant dans les réseaux sociaux l'an dernier. Honnêtement, c'est sans commune mesure. C'est-à-dire que l'impact télé a été bien plus fort que celui des réseaux sociaux. je pense que ce serait encore le cas aujourd'hui si on réitérait l'opération. Oui. Ouais. Oui, je pense. Parce que il est vrai qu'il y a une génération qui arrive qui a beaucoup switché ses modes de consommation de l'information, je veux dire, Ouais. et de facto du coup de consommation en général. Mais les vieux médias, certains les appellent les vieux médias, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ont encore une puissance de frappe énorme. Aujourd'hui, passer en télé, nous on l'a vu, tous nos clients nous en ont parlé, on a reçu des tas de candidatures, parce qu'en fait, il y a une espèce de démonstration de puissance, et puis il n'y a pas grand monde en télé. Donc on a encore cette force-là. Là où sur les réseaux sociaux, tout le monde se bat. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup vont dire... Ce qui, pour moi, fait un point de bascule, c'est que les réseaux sociaux ont une culture de l'instantanéité qu'a pas la télé. Et en fait, les réseaux sociaux ont permis l'émergence de certains concepts d'un coup, avec une puissance phénoménale. C'est-à-dire, d'un coup, j'arrive... exemple... pour moi, qui est symptomatique de ça, même s'il ne reflètera pas ce que je vais raconter après, mais exemple symptomatique, un truc comme Pepe Chicken. C'est une puissance de frappe d'un influenceur qui est énorme, qui vient balancer une marque inexistante, qui d'un coup déploie très très vite avec des chiffres d'affaires qui sont
Vraiment, vraiment monumentaux. Ça, c'est un vrai point de bascule parce que c'était pas possible il y a 10 ans. Pas dans toute la France, pas avec cette puissance de frappe-là. Mais là où, à mon sens, il faut se méfier de ce point de bascule-là, c'est que des marques qui réussissent à gérer ce truc opérationnellement, en fait, il n'y en a quasiment pas. Ouais. La plupart des marques aujourd'hui, elles font un énorme buzz. Ça dure 6 mois, 1 an et demi, puis derrière, elles s'écroulent. Et c'est la difficulté quand je parle d'un marché très concurrentiel, c'est qu'il y a beaucoup de monde, que tout le monde se dit oui, mais moi, je suis en train d'exploser sur les réseaux, ça va cartonner, mais ce truc-là n'est pas du tout durable. Il y a 10 ans, tu lançais un concept, d'ailleurs, c'est notre cas, entre 2015 et 2019, on n'a pas fait évoluer beaucoup le concept, il ne s'est rien passé. Enfin, je veux dire, on a des chiffres d'affaires par resto qui sont montés progressivement sans vraiment de problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une réinvention régulière, et quand je dis régulière, c'est tous les 1, 2, 3 ans, les concepts s'écroulent. Quand tu parles de réinvention, tu parles de ta carte ou d'une réinvention globale de toute l'image? Qu'est-ce qu'on communique, Ah ouais. qu'est-ce qu'on raconte, En fait, il y a un truc pour moi qui... Je sais pas comment... Certains spécialistes des réseaux sociaux diront peut-être que je dis de la merde, et tant pis. Mais à mon sens, aujourd'hui encore, les réseaux sociaux ont... je parle de culture de l'instantané. Ils ont créé ce truc de l'instantanéité, mais ils ont aussi créé une culture de l'oubli. C'est-à-dire, tu es fort un coup, puis après, tu retombes dans l'oubli. Là où, je veux dire, les grosses marques aujourd'hui, leur gros budget, c'est du budget télé. C'est du budget d'assises de marque. On crée la marque, on impose, elle existe dans le temps. Un Pepe Chicken a réussi, et c'est un des seuls, à mon sens. Je m'excuse d'avance pour ceux que j'ai oubliés et qui ont l'impression d'avoir réussi. Mais c'est un des seuls à avoir porté ce truc de... On est parti d'un buzz réseaux sociaux, mais on l'a entretenu suffisamment et avec suffisamment de puissance dans le temps pour commencer à créer une assise de marque. Ouais. Mais ils l'ont fait parce qu'il y a un fast-food cuisine derrière qui est puissant. Ouais, c'est ce que je veux dire. Il y a quand même une personnalité qui est venue porter le truc. Alors que les réseaux sociaux, je pense que, pour revenir à ce que tu disais, il y a vraiment une courbe en fait. On a eu la télé où on s'est dit, ok, maintenant on a les réseaux sociaux, c'est devenu hyper accessible à tous, on peut lancer quelque chose. Et peut-être qu'au début, il y a quand même eu un moyen de rendre le truc plus accessible et de communiquer assez efficacement sur une marque. Sauf qu'entre deux, le contenu est vraiment devenu consommable. Avec l'arrivée du contenu short qui en fait est assez récent, même sur une échelle de 10 ans. C'est Covid, quoi. Ouais, c'est ça. À peu près, hein, c'est 2021-2022. Et du coup, tout le monde s'est mis à utiliser ce contenu consommable. Les réseaux sociaux ont poussé aussi ce contenu consommable et qui est en fait un contenu voie disparaître. Et donc là, il y a un peu un chemin inversé, je pense, du retour à la télé qui finalement est assez justifié et on revient au basique, quoi. Tu as un autre aspect qui est un point de bascule dans la restauration, qui est à peu près dans le même timing, c'est la livraison. Parce qu'en fait, ce qui fait l'essor d'autant de concepts depuis quelques années, c'est que tu prends un local pas cher dans une rue merdique avec un petit loyer, tu fais 2-3 travaux, tu te fous sur les plateformes de livraison, tu balances comme un malade en réseaux sociaux, tu peux exploser. En fait, ces plateformes de livraison, elles ont ouvert une porte sur le monde qui est plein de restaurateurs qui étaient dans des zones qui étaient inaccessibles, etc. Là où il y a 10 ans, fallait l'emplacement. Et tu penses que financièrement, c'est viable, juste ce modèle-là? Parce que on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast des dark kitchen, etc. Et généralement, à chaque fois, le point de vue, c'était de dire que, alors c'est séduisant, pendant le Covid, c'était le pseudo Eldorado, mais que finalement, au bout du compte, en fait, les marges sont tellement, les commissions sont tellement colossales que c'est quand même compliqué financièrement de s'en sortir, même avec un resto qui explose. Ou alors, il faut vraiment optimiser, faire un volume énormissime. Je me prononcerai pas sur la viabilité. Nous, c'est pas le modèle qu'on a choisi, par exemple. En fait, il y a viabilité financière, où je pense que c'est pas dénué de sens, mais qu'en fait, ça demande à modéliser les choses pour faire ça. D'ailleurs, il y a un certain nombre de marques aujourd'hui qui vont sur la livraison avec des grosses dépenses market et qui, en contrepartie, vont vendre le produit très cher par rapport au niveau de qualité qu'il a en restaurant, en disant, en fait, j'accepte volontairement, ce qui n'est pas un mal, hein, c'est un choix stratégique, j'accepte de négliger ma qualité produit, mais par contre, je vais survendre en réseaux sociaux pour faire venir. Et de ce point de vue-là, ça peut fonctionner, puisqu'en réalité, tu crées, comme tu le dis, tu crées du volume, et que le client n'est pas forcément, notamment aujourd'hui sur cette clientèle livraison, n'est pas toujours en recherche de la qualité parfaite. Il est surtout en recherche du truc qui a fait le buzz, qu'il a vu,
qui lui a donné envie. Donc ça peut fonctionner. La question pour moi de viabilité, elle se pose plus sur le temps. Ouais. Est-ce que c'est viable 10 ans et parce que c'est un des sujets, je veux dire, nous on fête nos 10 ans aujourd'hui. Et en réalité, la restauration, il n'y a pas de miracle en fait. Tant que tu n'as pas atteint un seuil critique, et le seuil critique il est loin, je connais quasi personne qui l'a atteint, on ne parle de plus de 150 points de vente, enfin, une assise très solide, il n'y a pas de moment où tu peux te dire ça y est, moi j'ai suffisamment de restos pour être une enseigne qui va durer, qui va rester. Si tu ne te réinventes pas, si tu continues pas de réalimenter ton modèle avec la tendance, un peu de tendance, un peu de com ou de branding, parce qu'en réalité c'est surtout de la com de marque, c'est de faire exister ta marque, et du service et une bonne qualité opérationnelle, en fait, tu t'écroules en 2-3 ans. Ça va très, très vite. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette question-là, notamment parce que aujourd'hui, l'essor de la livraison, c'est beaucoup construit. Alors, je parle sur les petites marques, c'est beaucoup construit sur les réseaux sociaux avec cet effet d'instantanéité qu'on connaît et qui fait que tu peux, et j'en ai vu des marques qui vont ouvrir des restos qui sont capables de générer des 100-150 000 euros par mois à l'ouverture, ce qui est dingue, honnêtement, il y a 10 ans, personne ne faisait ça. Mais qui, 1 an et demi plus tard, sont divisés par 2 ou 3 leur chiffre d'affaires. Et donc, sont déjà dans une phase de décroissance alors que ça fait qu'1 an. Ouais. C'est un truc qui est complètement nouveau. Il y a 10 ans, on disait, tu ouvres, il faut 3 ans pour arriver à peu près au seuil de chiffre d'affaires parce que tu prends le temps de fidéliser ta clientèle. Et ensuite, tu vas, pendant les 5-6 années qui suivent, tu vas être à peu près stable. Aujourd'hui, tu ouvres très fort. Et les 3 années qui suivent, tu as tous tes efforts à mettre pour réussir peut-être à maintenir ce que tu as créé au départ, mais tu as de grandes chances que ça s'écroule. Ouais. C'est vraiment un monde différent pour moi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, stratégiquement, dans ce cas de figure-là où tu arriverais à prendre le chemin inverse, donc à communiquer très fort dès le début, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on arrive à passer ce plafond de verre en termes de renouvellement ? Est-ce que ce ne serait pas du coup des cycles de renouvellement qui seraient plus rapprochés ? Ou un peu comme ce qu'on voit souvent dans la tech, ce truc de product market fit, tu sais, si on devait l'adapter un peu au secteur de la resto, de se dire que ça a commencé fort avec beaucoup de communication, des gros influenceurs. Donc finalement, si j'avais vendu un Pokéball ou un Burritos, ça aurait fait le même effet. Et peut-être qu'en fait, l'endroit où je l'ai fait, la manière dont je l'ai fait, finalement, les gens n'en veulent pas forcément. Donc est-ce que j'ai pas pas forcément il y a un renouveau de cuisine à faire, mais un produit à améliorer, un produit à changer pour justement passer, je vois mon chiffre d'affaires décroître, passer ce cap des 3 ans par exemple. Alors, je pense qu'il y a plusieurs. Il n'y a pas de schéma ultime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc genre qui s'adapte à tout le monde. Et c'est clairement pas le même schéma sur la partie. Je veux faire un resto qui va livrer à 50 ou 60% que quelqu'un qui voudrait, c'est notre cas, aller avant tout se positionner en province sur de la périphérie. C'est pas du tout les mêmes schémas parce qu'on s'adresse pas au même public. Qu'on ne s'adresse pas au même mode de consommation et donc à la même manière d'amener le produit au marché. Nous, on va se focaliser aujourd'hui sur des formats qui sont des grandes salles dans lesquelles on va faire 60-70% de ventes sur place ou des drives où on va faire du 1 tiers, 1 tiers, quoi. Enfin, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Là où la plupart des concepts parisiens aujourd'hui vont plutôt viser j'ouvre, je fais la majorité de mon CA en livraison et puis progressivement, je vais essayer de tirer du chiffre sur place. Donc, c'est vraiment 2 schémas différents et pour moi, qui ont des stratégies qui sont complètement opposées. Le deuxième, honnêtement, je n'aurais même pas l'audace d'en parler parce que je ne le maîtrise pas et que j'arrive toujours pas à me figurer un concept qui a réussi ce switch-là complet. Et puis, on n'a pas le recul. Aujourd'hui, tous les concepts que je connais qui se sont montés avec des très gros buzz réseaux sociaux et tout, sont encore des jeunes concepts. C'est-à-dire qu'on ne les a pas vus tenir 10 ans. Donc c'est hyper dur de dire qu'est-ce qui va marcher et qu'est-ce qui va faire que ça tient. Ce qui fait qu'un Pepe Chicken a été plus loin que beaucoup d'autres, à mon sens, c'est le matraquage marketing. On peut appeler ça matraquage, c'est peut-être le mot est peut-être négatif, j'en sais rien. Dans mon esprit, il ne l'est pas, mais en tout cas, on a une marque qui s'est construite sur un influenceur qui est puissant et qui aujourd'hui en parle régulièrement de manière soutenue, crée des collaborations, fait en sorte qu'on parle de sa marque tout le temps. Je pense que s'il arrêtait d'en parler, ce serait difficile pour la marque. Et à côté de ça, il y a ce premier pilier et leur deuxième pilier, c'est les opérations, c'est qu'ils avaient une structure
euh, accompagnatrice capable de déployer, et qui avait l'habitude de déployer un peu partout en France, avec des partenaires, donc ils ont une structure opérationnelle derrière qui permet de faire ça. Donc c'est vraiment ces deux choses-là qui, à mon sens, permettent d'aller un cran plus loin. Ouais. Et là, d'un Euh, point de vue nombre d'établissements, tu sais combien ça représente, Pepe Chicken? En fait, je me rendais pas compte. Moi, pour moi, c'était que à Paris. J'ai jamais trop non, pris du recul sur ça. je dirais, je vais pas, j'espère pas dire de bêtises. À mon sens, ils doivent être entre 50 et 100. Ah ouais, donc c'est quand même vraiment une. Ah, moi, j'étais persuadé qu'il y en Voilà. avait une dizaine Je restreinte. saurais pas te dire le Ok. plan Ouais, exact mais quand même une grosse. parce que ça appartient à Taster, qui est un groupe de delivery, que Taster a plusieurs marques et que dans tous leurs établissements, il n'y a pas toutes les marques. Donc je sais pas te dire aujourd'hui sur quels établissements il y a du PP ou pas. Mais en tout cas, pour eux, c'est la marque numéro un, de très très loin. Ouais. C'est-à-dire que je pense que dans leur portefeuille, c'est plus de trois quarts du chiffre d'affaires. Mais parce qu'elle a ces deux piliers-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est sur les gens qui veulent faire ce truc de très livraison, très réseaux sociaux, je pense que le pilier opérationnel, c'est très souvent celui qui va manquer. Après, si on se place dans des cas comme le nôtre, euh, et nous, on le traverse en ce moment puisque c'est notre 10e année, et mine de rien, 10 ans, c'est vieux aujourd'hui, surtout dans le contexte actuel. Je pense que le vrai secret, c'est la marque. C'est-à-dire réussir à ancrer la marque dans le cœur des gens. Tu prends une marque comme... d'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de marques américaines. Hein. Quand les marques américaines arrivent en France, elles ont déjà un capital sympathique et fort. Et, et je pense que c'est ce truc-là qu'il faut réussir à reproduire. La marque est le meilleur exemple de ça en France, en termes de reproduction de... Je monte des points de vente physiques que je suis capable de déployer partout et je crée une marque forte avec un capital sympathie, c'est Otakos. Sur les 10 dernières années, je vois pas une marque euh, plus forte qu'eux sur cette partie-là. Ils sont partis, alors certains diront, ils sont partis sur les réseaux sociaux. Mais c'était les réseaux sociaux de 2013, hein, Ouais. c'était de la com Facebook, etc. Mais à mon sens, ils ont surtout réussi à construire un capital marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas les meilleurs en termes de com sur les réseaux sociaux, c'est pas les plus euh, puissants en termes d'offres produits, mais ils ont un bon positionnement, quantité, prix. Ils ont une marque qui est solide, connue, avec une belle notoriété, et donc maintenant ils ont l'ancrage. Ouais. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à trouver, et que je vais dire les marques qui commencent à arriver entre 30 et 50 points de vente doivent avoir à l'esprit. C'est pas faire le buzz sur les réseaux et puis ouvrir 80 restos d'un coup qui va faire que demain tu seras encore là. Il y a même des exemples de marques qui en ont ouvert 40. Tiens, cette année, on va ouvrir 30, 40 franchises d'un coup. Si derrière ton opération elle n'est pas solide, ça tiendra pas. Ça tiendra 3 ans, etc. Le socle, c'est bonnes opérations et marque solide. Ouais, et puis quand tu parles de marque, je parle vraiment de plateforme de marque, quoi. C'est pas Plateforme de simplement le marque. logo, les couleurs. C'est Plateforme de vraiment, marque. enfin, pour ceux qui nous écoutent, ce côté, réussir à imbriquer l'opérationnel, la façon de parler, la délivrabilité du produit, le service, le rapport qualité-prix, enfin que tout soit cohérent et qu'on n'arrive pas à des distensions énormes avec un positionnement prix ultra élevé, un produit nul, Ouais. ou enfin, vraiment quelque chose de solide, quoi. Exactement. Moi, j'ai mis. Certains diront il est bête, mais je pense que j'ai mis 10 ans à comprendre ce truc-là. C'est qu'effectivement, la... en réalité, dans le temps, la durabilité, c'est une cohérence entre la marque de base, ses promesses et ce qu'on délivre. Ah, comme ça, c'est très con ce que je dis et tout le monde va dire bah oui, mais c'est évident, il nous apprend rien. Mais en vrai, Ah, c'est opérationnellement, clair, c'est sûr. Compliqué. c'est d'une complexité énorme parce que c'est tenir dans chaque point, dans chaque produit que tu vas créer ta promesse. Et encore pire quand il s'agit d'expérience, réussir à répliquer un expérientiel dans chacun de tes restaurants, où qu'il soit en France, etc. En fait, c'est ce truc-là qui est d'une complexité énorme à mon sens. Et derrière, alors nous, notre cas, ça a été qu'on a démarré avec une plateforme qui était faible, mais on a eu des opérations assez solides pour dire que le truc qui était assez moyen au départ, on a quand même réussi à le dupliquer correctement et ça a tenu. Donc effectivement, je disais tout à l'heure, maintenant il nous reste à construire la plateforme et à remettre un coup de duplication. Mais tu peux avoir la meilleure plateforme de marque, avoir travaillé avec la meilleure agence au départ. Si derrière ta capacité à dupliquer opérationnellement et à suivre ta promesse, elle n'est pas bonne, ça durera pas en fait. Tu feras du buzz,
Tu créeras quelque chose qui durera 1 an, 2 ans, 3 ans, mais derrière, ça tiendra pas la route. Il y a quand même, et c'est ce que je dis à beaucoup de gens du secteur qui viennent me parler en me disant ah, comment on fait pour grandir, moi j'ai une super marque et tout. Enfin, faut pas oublier que les opérations, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans la resto. Tenir une bonne marge, tenir des restaurants euh, de manière uniforme, propre. Et surtout, tout le monde dit en ce moment, ouais, vas-y, on part en franchise, on va dupliquer, on va en ouvrir 50, 100. Putain, c'est dur, quoi. Ouais. Les mecs, c'est pas un truc... Enfin, les franchisés, c'est des indépendants, c'est des humains, ils ont des envies. Quelqu'un disait, à juste titre, quelqu'un qui connaît bien la franchise dit parfois, les franchisés, quand c'est bien, ils ont toujours raison et c'est toujours grâce à eux. Par contre, quand c'est mauvais, c'est toujours à cause de toi. Et c'est vrai. Et en fait, c'est même pas une critique du modèle de franchise, c'est que c'est la vérité. Tu as affaire à des mecs qui sont indépendants, qui ont monté leur business, qui ont mis leur argent là-dedans. Et donc, ils ont besoin de se sentir portés par leur succès et de prendre ce qui leur revient dans leur succès. Par contre, le jour où ça va mal, bah, ils se retournent contre le premier qui est face à eux, donc c'est le franchiseur. Et c'est un métier qui est dur politiquement, qui est dur à appréhender, que beaucoup d'enseignes n'ont pas réussi à appréhender. Donc ouais, il y a à mon sens, euh, parfois j'en parle et les gens me disent non mais la franchise, ouais ok ça va être dur, mais après bon on en ouvre 2, 3 et puis ça va rouler. Mais non en fait, c'est un vrai parcours du combattant et c'est un parcours du combattant qui dure bien au-delà des 100, 150. Nous, à 60 aujourd'hui, je considère qu'on a fait un tiers du chemin. Ouais, parce que j'imagine que ça amène son lot de difficultés proportionnellement aux différents paliers de verre qui sont passés. Et c'était quoi, vous, comment vous avez fait pour structurer ça? Parce que du coup, tu as l'air de dire que c'est quand même vraiment bien fait, même si c'est très compliqué. Dès le début, opérationnellement parlant, ça a été bon. Pour quelqu'un qui, de base, vient pas de la resto, c'est quand même fort d'avoir réussi à mettre en place des process bien cadrés et duplicables. Ça a été quoi les grandes étapes du développement de 1 à 60 aujourd'hui, quoi? Alors, je pense qu'il y en a, on va dire 3, mais la première, elle est quand même assez simple. La première, c'était 2, 3 premiers franchisés. Tes 2, 3 premiers franchisés, j'appelle ça un peu l'âge d'or, parce qu'en fait, tu ouvres avec des gars. Toi, fondateur, tu es très présent avec eux. Tu vois les points de vente comme si c'était les tiens. Tu les gères presque comme si c'était les tiens, main dans la main avec le mec. C'est facile, ils sont que 2 ou 3. Tu peux les avoir au téléphone tous les jours, etc. Ça, c'est l'âge d'or. Et c'est le moment où, en fait, d'ailleurs, la plupart des mecs qui sont franchiseurs se disent ah, mais c'est hyper facile, en fait. C'est trop bien, quoi. Les mecs, ils m'adorent. Ça, c'est étape 1. Bon, généralement, ça se passe bien pour à peu près tout le monde. Je veux dire, jusqu'à 5, 10. Tu es dans cette phase-là et tu te dis ça roule. Ouais. Après, je vais dire que le vrai premier cap, il arrive aux alentours de entre 20 et 30 gardes. Alors, ça dépend de la vitesse où tu vas, parce que tu as des franchises qui en ouvrent 40 d'un coup. Donc, le cap, ils vont se le prendre dans la gueule tout de suite, mais ça va mettre 1 an ou 2, le temps que les gars aient ouvert, qu'ils soient structurés, etc. Mais en réalité, dans la plupart des enseignes, ça va se passer entre 20 et 30. 20 et 30, c'est le moment où, en fait, tu te rends compte que, déjà, toi, tu peux pas être le centre de la Terre, parce que c'est pas ton rôle de patron. Parce que même si les mecs sont venus pour toi, parce que c'est très souvent le cas, ils sont aussi venus pour une personne, pour un partenariat. Enfin, moi, je dis souvent que c'est comme un mariage. Mon avocat m'a engueulé parce qu'il m'a dit ouais, mais le mariage c'est indéfini alors que la franchise il y a une durée limitée. Ok. Néanmoins, il y a un truc de mariage dans le sens où il y a la personne, c'est beaucoup du contrat de franchise pour moi. Enfin, le lien entre les deux personnes. En tout cas, surtout au départ d'une enseigne. Donc à 20, tu te dis, je peux plus faire tout ça. Donc il y a une espèce de cassure qui est très forte, parce que le franchisé, il a plus affaire au patron, parce qu'il a plus son passe-droit, parce que moi j'étais le premier, moi j'étais ceci, oui mais moi quand je suis arrivé tu m'as dit ça. Ça n'existe plus, ça disparaît en tout cas. Il y a une cassure du côté franchisé, et il y a une cassure côté franchiseur, parce qu'on se rend compte que, en fait, non, c'est pas la recette miracle, le franchisé. C'est parfois il fait pas ce que tu veux. Parfois, toi tu lances un produit puis lui il a pas envie de le lancer. Parfois il gère mal ton restaurant, il fait des conneries. Enfin, en fait, il y a vraiment une brisure au bout de 2 ou 3 ans et donc de 20, 30 restos où on se dit ah, putain mais c'est l'enfer. On a l'impression que tout s'écroule quoi. Les mecs nous aiment plus. Nous en contrepartie on les aime plus non plus parce qu'ils font pas bien. Le concept tient plus très bien la route, etc. Donc, il y a vraiment ce premier cap à passer.
Et ce premier cap, nous, on l'a passé. Et moi, c'est ce que je recommande vivement. Pour moi, il y a 2 choses pour le passer. Il y a, j'appelle toujours ça la politique. Ouais, vu ce qu'on entend sur la politique aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un bon terme. Mais en tout cas, non, il y a je dis politique dans le sens, il y a cet aspect euh, démocratie au sein d'un réseau. C'est-à-dire apprendre à mettre en place un mode de fonctionnement qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on commence à être nombreux. Il faut quand même là-dedans un décisionnaire qui sera à l'enseigne et donc généralement le patron derrière. Mais il faut une voix aux franchisés et à ce qu'ils sont. Donc il faut commencer à créer un moyen de discuter, d'échanger, qui fonctionne, qui permette de se dire ça va pas, mais de manière positive et de progresser ensemble. Ça, c'est un vrai gros cap. C'est dur parce que c'est une question de personnalité, que tu as beaucoup de gens qui n'aiment pas faire ça, qui se sont lancés dans la franchise, mais qui ne se rendaient pas compte qu'en fait, ils auraient un métier euh, très souvent, je dis, c'est beaucoup d'influence, beaucoup de discussions, beaucoup de manières d'amener les choses, de temps passé à parler. Et ça, certains sont pas faits pour ça. Ça, c'est un premier cap. Et le deuxième cap, c'est le cap, je dirais, de structuration, d'opération, où en fait, le franchiseur doit commencer à penser plus loin, c'est-à-dire se dire, OK, il est clair qu'en fait, on ne pourra pas tout le temps être à leur côté et gérer pour eux leur resto. Parce que d'ailleurs, tu n'as pas le droit à la franchise, tu ne gères pas pour eux. Au départ, tu as un peu l'impression de les aider. Quand le mec il te dit « Ah, mais moi, ma marge, ça ne va pas », tu te plonges dans ses comptes, tu regardes avec lui, tu réfléchis. Tu peux plus vers ça. Donc, il y a un moment où il faut structurer et remonter le problème en disant « OK, on outille le réseau ». C'est-à-dire, c'est pas tant recruter 25 personnes, c'est outiller. Comment je fais pour connaître l'activité de mes franchisés, comment je fais pour connaître leur marge, comment je fais pour piloter leur ratio de gestion, puisque moi j'ai des ratios types qui doivent fonctionner mais qu'eux n'arrivent pas à les faire. Mais comment je crée le lien entre ces 2 trucs-là de manière opérationnelle? Et ça, ouais, ça c'est beaucoup d'outillage. Alors la tech là-dedans est je dirais un vrai pilier. Mais elle peut être aussi un vrai poison parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de tech qui font tout que beaucoup de réseaux ont eu cette tendance à dire on va mettre plein d'outils, puis comme ça va aider les franchisés. Mais en fait, ça marche pas. Il faut que le franchiseur il ait un leadership là-dessus. On a tel outil, il sert à ça. On l'a construit de manière très profonde ensemble. Et donc, on sait derrière qu'il nous sort une data qui est cohérente, qui nous permet de bien travailler avec le franchisé, de bien l'accompagner. Ça, c'est une vraie phase compliquée. Ouais, ça m'étonne pas. Et tu dirais que cette partie technique, c'est au plus tôt au mieux ou qu'il faut juste... Ah ouais? Au plus tôt, au mieux. Même pas commencer justement un peu, entre guillemets, basique pour opérationnellement, sans avoir à trop tout contrôler, voir ce qui fonctionne bien, et après sur cette base-là, mettre en place de la technique? Plus c'est mis en place tard, plus c'est dur à faire accepter. Ok. Parce qu'en fait, je me base sur mon cas personnel, mais sur d'autres réseaux avec qui j'ai échangé, qui ont vécu ça comme ça. Le franchisé, quand tu mets ça en place, si ça arrive tard, c'est-à-dire qu'il a été habitué à ce que tu sois proche de lui et que tu l'aides, main dans la main, enfin, etc., voire parfois à te faire les trucs à sa place, il prend ça, comme un moyen de bosser moins de notre côté, et 2, comme un moyen de le fliquer. Ouais. Donc en fait, il faut être très vigilant avec ça, parce que c'est pas le but, mais ils vont le prendre comme ça, et puis en plus, généralement, ça a un coût. Parce que tu structures des outils, des choses, etc. Donc, le mieux, c'est vraiment le plus tôt. Et puis, en fait, pour une raison toute bête, c'est que commencer à structurer, on va prendre les achats et la RH, qui sont quand même les 2 piliers d'un point de vue ratio. Commencer à structurer ça très tôt dans ton réseau, c'est offrir tout de suite une plateforme à des nouveaux franchisés qui va être solide et sur laquelle ils vont pouvoir grandir avec toi. Le faire quand tu as 20, 25, 30 restos, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué à mettre en place. Il faut aller dans chaque resto, opérationnellement construire le système, le relier à chaque... Enfin bon, bref, je pense qu'il faut penser ça très tôt. Après, je ne dis pas avant d'avoir ouvert le premier, tu vois, bien sûr, mais déjà, quand on a fait les 3-4 premiers franchisés, tout de suite se dire, allez, on commence à mettre en place l'architecture. Parce que ça peut être rassurant aussi pour les suivants, même de savoir qu'on est accompagné, et ça a plus côté du coup au flicage, quoi. C'est vraiment juste, j'arrive, il y a un truc solide, mes process, ils vont t'accompagner. Parce que du coup, on peut aussi parler de ça sur les profils des franchisés que vous recrutez, parce que c'est un métier à part entière. C'est un métier à part entière. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a, si on veut que ça se déroule bien dans le réseau, qu'il y ait une bonne communication, qu'on arrive à faire remonter les problèmes et aussi
redescendre. Il faut que dès la sélection, ce soit des profils qui matchent avec l'image. Ouais, ça, c'est un truc dur, hein, parce que, bon, déjà, je pense que nous, on a fait des conneries. Dans nos premiers recrutements, il y a des profils qui n'étaient pas adaptés, etc. Et pourtant, on pensait bien faire. Je suis le premier à le penser. Je pense que d'ailleurs, le réseau qui n'a pas fait de conneries viendra me jeter la pierre s'il veut, parce que c'est les gens qui t'expliquent qu'ils ont mis en place une super structure de recrutement, que c'est canon et tout. Je veux dire, le coup de tu es en début de croissance et il y a un mec qui tape à ta porte et qui veut absolument ouvrir, et tu te dis, bon, je pense qu'il fera l'affaire. Je suis pas sûr, mais je pense. On l'a tous fait. Et en fait, c'est vrai que c'est un truc d'humain. Je suis pas sûr, généralement, c'est pas bon. Ouais, red Mais flag. tu l'apprends avec le temps, ou en étant très accompagné au départ, ce qui existe. Mais j'ai tendance à penser que même aujourd'hui, les cabinets d'experts qui accompagnent les franchisés, parfois font l'impasse et laissent passer, je dis pas des profils nuls, mais laissent passer des profils moyens. Or, c'est toute la complexité de notre métier, c'est-à-dire à quel moment, comment je trouve mon rationnel entre croître vite, parce que tout le monde veut croître vite aujourd'hui. À un resto, j'entends tout le monde dire, on va en ouvrir 20, 30, 40, 50, machin. Tout le monde veut aller vite, mais en même temps, tout le monde se dit je veux faire un truc solide, etc. Pour moi, les deux sont pas compatibles. C'est-à-dire que réellement, le profil qui a les capacités à ouvrir vite, qui en plus financièrement a les moyens de faire quelque chose en franchise, qui toque à ta porte alors que tu es un jeune réseau, il n'y en a pas 10 000. Enfin, tu ne peux pas en trouver 40 par an. Si tu fais du 40, du 50, du 60, forcément, tu es en train d'écrémer et puis de savoir que dans le lot, tu as un tiers, une moitié de mecs qui sont pas bons et qui vont, au bout de 2-3 ans, pourrir. Ça peut être un choix. Ouais, puis ça peut risquer d'atténuer en plus la marque au global. Quoi, Ça tout peut être un simplement. choix, parce que tu as des enseignes qui se montent comme ça, hein, qui font des vagues, et puis ils en montent 30, ils en reperdent, ils en réouvrent, ils en reperdent. C'est un choix. Après, voilà, là, je pense que c'est... je dis toujours aux gens qui se lancent dans la franchise, tu veux quoi et c'est quoi ton ambition à toi personnellement? Parce qu'en fait, si tu veux un truc de long terme dans lequel tu vas être impliqué longtemps, ne fais pas ça. Parce que tu vas t'en mordre les doigts et que vraiment les mecs vont te détester. Donc accepte d'aller plus doucement et de monter un truc sereinement, progressivement, en construisant des bonnes bases. Tu vas te planter quand même, mais ta plantade sera suffisamment anecdotique pour que ton réseau grandisse et qu'il prenne de l'importance progressivement. Si ton objectif de fond, c'est moi je viens d'arriver dans le monde de la resto, je veux lever des fonds tout de suite et dans 2 ans je revends mon enseigne, bah, en vrai ton objectif c'est d'ouvrir 50 trucs, ouvre-les. Et si tu trouves un couillon qui est capable de te racheter les 50 que tu as montés et qui sont mauvais, bah, Ouais, fais-le. sans trop mettre le nez dedans. Mais en vrai, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas se mentir non plus. C'est ce que font certaines enseignes. Et je suis personne pour aller leur dire c'est bien ou c'est pas bien. Si les franchisés ont accepté de le faire et puis ont accepté de suivre, tant qu'ils ne vendent pas des trucs faux. Vendre des trucs faux, ça c'est un autre problème. Mais si les franchisés ont accepté de suivre et que eux, leur objectif de carrière c'est de revendre à un fonds ou à quelqu'un d'autre et qu'il y a des gens pour acheter, bah écoute, why not? Et alors, je connais mal leur histoire, donc je ne jugerai pas est-ce que c'est la même ou pas. Mais si on prend aujourd'hui un réseau comme Otakos, ils se sont montés à une vitesse folle. Je suis à peu près persuadé que dans le lot, il y avait des franchisés moins bons que d'autres au départ. Quand ça a été repris par Caris, je crois que c'est en 2017 peut-être ou 2016. Bon. Bah oui, il y a eu une restructuration du réseau. Et c'était un choix du fond et ils l'ont très bien fait. Et en soi, l'histoire est très belle. Donc, why not, quoi? Tu vois, enfin, je pense qu'il ne faut pas émettre de jugement sur ce que chacun fait et comment il le fait. Par contre, il faut être aligné avec tes valeurs de chef d'entreprise, toi. Et tu dirais que c'est plus facile aujourd'hui de lancer un réseau de franchise que ça ne l'était il y a 10 ans? Parce que, est-ce que ça va de pair avec le fait qu'il y en ait beaucoup plus, du coup? Non, Pas que les réseaux sociaux, mais... Lancer, je pense que c'est plus dur. Ah ouais? Donc la concurrence, la forte concurrence rend la chose plus dure, le contexte environnant... Je pense qu'il y a pas plus de candidats qu'il y a 10 ans. Mais oui, il y a beaucoup plus au moins 4 ou 5 fois plus d'enseignes qui veulent en des candidats. Donc déjà, rien que ça rend le truc plus dur. Après, je dirais que on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Cette espèce d'histoire d'instantanéité va, pour certaines enseignes, faciliter énormément le boulot parce que
d'un coup, tu fais le buzz et tu es visible aux quatre coins de la France, tout le monde veut ouvrir. Et donc, tu vas d'un coup avoir, ça arrive encore aujourd'hui, des enseignes qui n'existaient pas il y a 1 an et qui se prennent 300 candidatures, qui vont sur les 300 en prendre une trentaine ou une quarantaine et ouvrir 40 points de vente d'un coup. Mais, j'en reviens à c'est plus dur, derrière, une fois que tu as choisi tes 30-40, que tu les as tous ouverts d'un coup, sachant que tu t'es monté sur généralement un truc très instantané de buzz, et donc que tu vas avoir une retombée légère au bout de 3-4 ans, pour maintenir le réseau après ça, ça c'est dur. Ça c'est vraiment, faut être très très solide pour tenir ça. Donc à mon sens, oui, je pense que c'est plus dur qu'il y a 10 ans. Mais si je regarde chez nous, aujourd'hui, globalement, on recrute à peu près le même nombre de candidats aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc il n'y a pas eu tant de changements que ça, structurellement, c'est-à-dire quand la marque est là, que le réseau a une bonne notoriété et qu'il est solide, bon, on trouve des candidats. Okay. Et tu parlais du coup d'une relation quasiment amoureuse avec ces franchisés. Donc j'imagine que là, il y a quand même un enjeu de séduction au moment de trouver les personnes. Comment tu fais pour rendre ta marque quand même désirable, enfin pas quand même, mais de manière générale désirable dans tout cet écosystème qui grossit, puisque visiblement vous, ça n'a pas changé, vous arrivez toujours à en recruter autant. Est-ce que c'est aussi le renouveau dans tout ça? Est-ce que, surtout que ça se fait dans des laps de temps très courts, c'est souvent des événements, des salons de la franchise, etc. En aussi peu de temps, après c'est des gens qui évidemment vous connaissent déjà, j'imagine. Mais comment tu fais pour rendre... Alors, déjà, le terme amoureux, pour le coup, je dis comme un mariage, mais j'aime pas le terme amoureux parce que on n'est pas là-dedans. Il y a quand même un truc très pro, c'est-à-dire qu'il y a deux chefs d'entreprise et il y a un conflit. Ce que j'aime bien dans la notion de mariage, c'est pas tant le sentiment, c'est plutôt cet aspect de pour le pire et pour le meilleur. C'est-à-dire que le franchisé qui rentre dans une enseigne, comme le franchiseur qui prend un franchisé, il faut qu'il accepte de se dire, ce sera pas la vie en rose pendant 10 ans. Il y a des moments où je vais pas être d'accord avec ce mec-là, il va me saouler. Le franchisé, pareil, le franchiseur, parfois, je vais en avoir marre de lui. Mais il y a il y a un truc supérieur à ça, qui est la marque. Et nous, on est tous les deux là pour la marque. Donc, quand on s'engage là-dedans, on est prêt à prendre le dessus sur nos ressentiments, nos émotions, nos faiblesses, nos désaccords pour le bien de la marque. C'est ça que j'aime bien dans la notion de mariage, c'est le truc de pour le pire, pour le meilleur. On sera toujours là l'un pour l'autre. Alors là, on sera tous les deux là pour la marque. Bon, c'est comme même n'importe quelle relation actionnariale ou entrepreneuriale, souvent c'est comme ça aussi. Il y a un peu de ça. Après, j'aime pas le terme séduction non plus. Je pense que c'est une connerie de vouloir séduire des candidats. On l'a jamais fait. Et en fait, je ne veux pas le faire. Et alors, pour le coup, autant je n'ai vraiment aucune critique vis-à-vis d'un réseau qui dirait moi, je veux aller très vite et je prends ce risque-là. C'est dur parfois pour certains franchisés parce que derrière, ils se retrouvent au tapis au bout de 2 ans avec un réseau. Mais j'ai envie de dire, il faut éduquer aussi le franchisé et le candidat à la franchise à apprendre à regarder avec qui il s'engage, pourquoi, est-ce que c'est un effet de buzz, est-ce que c'en est pas un. C'est un apprentissage des deux côtés, je pense. Donc je n'irai pas critiquer quelqu'un qui dit je vais en ouvrir 40 d'un coup. Je peux comprendre. Par contre, j'irai vivement critiquer ou en tout cas dire que je suis en désaccord complet avec quelqu'un qui va maquiller trop fortement la vérité pour séduire un candidat. Je m'explique. Il y a 3 niveaux de pratique dans la franchise. Il y a je montre à mon candidat tout ce qu'on est, sans rien masquer, sans rien... je lui montre l'information de manière brute. Je pense que quasi personne ne fait ça aujourd'hui. Montrer 100% des chiffres d'affaires, des marges de chaque restaurant du réseau, personne ne fait ça. Parce que il y a toujours dans un réseau un conflit, un truc sur lequel il faut expliquer ce qui s'est passé, etc. Il y a celui qui va transmettre des ratios clean, réels, et expliquer comment fonctionne son réseau, tout en expliquant que derrière, ça va être la politique qu'on suit nous. C'est-à-dire qu'on dit, transmet tous nos chiffres d'affaires. Voilà, de manière brute, voilà tous les chiffres d'affaires de nos restos aujourd'hui. Voilà la marge brute moyenne. Voilà la masse salariale moyenne. Voilà ce que savent faire les meilleurs. Donc en gros, c'est pas
prends l'info et démerde-toi. Évidemment, on raconte que un bon candidat va réussir à faire ça, là où un moins bon va faire ça. Par contre, on n'est pas menteur sur qui est sorti, pourquoi et qui dans le réseau a tel ratio, qui ne l'a pas. Et ça, pour moi, je suis intransigeant là-dessus. Jamais j'irai dire, par exemple, je sais pas, notre marge brute moyenne l'année dernière, la marge théorique, elle doit être à 73,5. La réelle, elle est à 72,8, 72,7. Je donne ces ratios. Jamais j'irai dire, les mecs, chez nous, c'est 75. Parce qu'il est vrai que si je pousse un peu dans ma théorie, que dans certains modèles, etc., je peux atteindre ça. J'ai un franchisé qui est à 75 aujourd'hui. Mais bon, il fait beaucoup de livraisons. Enfin. Donc aujourd'hui, ça, pour moi, mentir sur ça, mentir sur des chiffres, mentir sur des rentabilités. Aujourd'hui, promettre, chez nous, tu vas faire tant de renta. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc à pas faire et que je critique vivement parce qu'en fait, autant je pense que le candidat à la franchise, il doit se renseigner. C'est important. Se renseigner, comprendre avec qui il s'engage. Comprendre qu'un réseau, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais qu'il a un certain nombre de choses rassurantes ou pas dans un réseau. Ça, c'est au candidat de le faire. Mais si le candidat, il essaye de se renseigner et qu'en fait, tout ce qu'on lui transmet, c'est mytho, bah lui, en fait, on ne peut pas lui reprocher un moment de s'être dit « Putain, ça a l'air vraiment trop cool. » Le gars, il m'a dit ce qu'on voit. Alors ça, je le vois partout en ce moment. Je ne dis pas que c'est peut-être très vrai pour certains réseaux, mais on ne va pas se mentir, c'est dur à atteindre. Les réseaux qui disent en ce moment partout, moi je fais entre 25 et 30% d'EBITDA sur tous mes restos. Et qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas encore de franchise. Putain, les gars, doucement quoi. Parce que quand le premier gars va ouvrir et qu'il fera que 10%, bah va falloir lui expliquer après que lui il fait que 10% alors que vous aviez annoncé 35%. Et qu'en fait, chez vous... Dans les sucres, c'est pas 30, en fait, c'est plutôt 20, mais en fait, le 30, c'est parce que tu avais retiré les frais de siège. Et que... Voilà, ça, je trouve que c'est dangereux parce que tu maquilles trop fortement des ratios et qu'en fait, le mec, il met son argent là-dedans et il s'y engage. Donc, je pense qu'il y a, à mon sens, aujourd'hui, on ne peut pas se lancer dans ce métier sans être pleinement transparent et honnête sur l'information qu'on délivre. Okay. C'est vraiment, je pense, le seuil critique et la limite, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'on emmène quand même des gens, des gens qui investissent leurs économies, qui vont mettre leur vie là-dedans, parce que c'est un métier où on s'investit lourdement, la resto, et qui potentiellement vont se planter derrière. C'est-à-dire que déjà, quand tout va bien, ils peuvent se planter, parce que c'est de l'entrepreneuriat, etc. Mais alors si en plus on leur a menti sur les 3/4 des chiffres, la potentialité de se planter, elle est énorme. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans une limite qui est dangereuse. Bon, juridiquement, elle est même dangereuse pour le franchiseur derrière, mais voilà. Et petit saut un peu plus tard, donc là, tu as réussi à... Enfin, t'es franchiseur, tu as réussi à recruter les franchisés. Ça fait quelques années. Tout à l'heure, tu parlais de renouveau pour durer sur le long terme. C'est important de se réinventer tous les 2-3 ans. Comment est-ce que tu fais pour réussir justement à gérer une plateforme de marque et une réinvention assez récurrente dans un réseau de 60 établissements? Alors, il y a le comment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de manière réelle. C'est beaucoup de boulot, puisqu'il y a... nous, on a fonctionné jusqu'à présent beaucoup avec du renouveau de cartes. On a une carte qui a bougé tous les ans depuis 10 ans, okay. De manière plus ou moins intense. Et cette année, puisque c'est nos 10 ans et donc c'était vraiment l'occasion de le faire, on a la plateforme de marque qui bouge en intégralité. J'entends plateforme de marque, le logo complet, les couleurs, tous les marqueurs de marque, du slogan jusqu'à chaque phrase qu'on va utiliser, chaque type de mot et chaque univers de sémantique qu'on utilise, l'architecture, l'expérience en restaurant, la manière dont on va servir, dont on va bosser, et la carte. Donc là, on change tout. Ouais, là, c'est vraiment colossal. Donc ça, c'est un très gros boulot. Ça, c'est beaucoup plus dur que le travail de tous les ans où on emmène nos franchisés. Mais néanmoins, pour moi, tu ne peux pas renouveler ça tous les ans, mais il est nécessaire de tous les ans renouveler. Et ce n'est pas juste pour moi sortir un produit de saison toutes les saisons et puis le refaire tous les ans. Il y a vraiment besoin, chaque année, de se redire, tiens, bon, il y a eu de l'inflation, comment on bouge nos prix, comment on réoriente notre carte en fonction de ces mouvements de prix, comment on change d'ingrédient parce que celui-là devient plus dur à trouver, etc. Donc ça, pour moi, c'est un travail qui doit
très souvent qui a été délesté au marketing, mais qui ne devrait pas l'être. Je pense que c'est un travail de direction générale ou d'opération et voire de président. Bon, parfois, il n'y a qu'un président, il n'y a pas de directeur général. Mais c'est un travail qui doit être pris en main très haut et au niveau de la stratégie, puisque c'est le cœur de la stratégie de marque aujourd'hui. Ouais, parce que ça s'arrête pas uniquement à un logo qui change, en disant ça va être cool, on va remettre un coup de pinceau et c'est réglé, quoi. C'est beaucoup plus profond que ça. Et même un changement de carte, pour l'avoir vécu et l'avoir vu dans d'autres réseaux, dire au marketing, occupe-toi de tous les renouveaux de cartes, c'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, il y a une réflexion opérationnelle. Comment on sort ce produit, comment on le Ouais. fabrique en restaurant, il est sourcé où. Il y a une réflexion marketing. Est-ce que certes, ça correspond bien à notre équilibre de marque, etc. Et puis, il y a une réflexion stratégie. Est-ce qu'on prend la direction stratégique qu'on a envie de prendre dans 2 ans? Est-ce qu'on teste le bon produit? Etc. Pour moi, c'est des décisions qui doivent être prises au plus haut niveau et inclure toutes les strates de l'entreprise, ou en tout cas tous les corps de métier, des opérations jusqu'au marketing. Donc ça, c'est la partie 1, c'est-à-dire au siège, voilà comment on travaille. Et ensuite, il y a culturellement apprendre à ton réseau à être flexible. Un réseau, je vais dire de nature, il a plutôt tendance à pas aimer le changement. Il est vu, généralement, le franchisé, il a signé pour une marque qu'il aime bien, avec un ADN qu'il aime bien. Donc quand on lui dit on va bouger un peu ça, il n'aime pas parce que c'est pas ce pourquoi il avait signé. Donc il faut apprendre au réseau à bouger, à accepter le changement, à, à participer à ce changement et à y contribuer. Ce qui est un vrai travail que tu fais depuis le départ et puis que tu entretiens au fil des années. Et je dirais à la fois par la manière dont tu communiques et puis par la démonstration, c'est-à-dire montrer que ça marche. Et puis que quand ça marche pas, tu es suffisamment flexible pour revenir en arrière ou pour repartir dans une autre direction. Donc montrer en tout cas que pour eux c'est bénéfique et que c'est important. Mais c'est ces 2 éléments imbriqués qui font c'est la prise de décision qui est à un niveau très élevé avec une vraie vision stratégique de où on va et l'implication jusqu'aux franchisés et leurs équipes de comment on le fait. Ouais, bien sûr. Parce que, je te donne un exemple con, mais nous on l'avait fait à une époque, sortir un produit de collection qui était vraiment compliqué. Alors, certes, en marketing, il était hyper sexy et tout, vraiment compliqué. Bah, après, dans les restos, les mecs, ils font n'importe quoi, c'est mal fait, ou ils veulent pas le faire. Enfin, bon, donc ça marche pas, quoi. Et donc, finalement, le client, qui est juste celui qui arrive dans un resto et qui voit, il n'a pas compris ce que tu as voulu faire. Ouais, bien sûr. Et du coup, pour cette partie justement approvisionnement produit, ça m'intéresse. Sur le comment tu justement fais pour grossir, parce que j'imagine que l'acheminement, de manière concrète, la structuration, la livraison, etc., comment ça fonctionne pour un gros réseau de franchise? Parce que pareil, je pense que tu as plusieurs steps. Déjà, tu disais que tu étais vachement plutôt en province que dans Paris. Ça, Ouais. déjà, ça change tout, j'imagine, parce qu'avoir un laboratoire de production dans Paris qui achemine 10 ou 15 restaurants, c'est beaucoup plus facile que quand on en a un à Rennes et un à Marseille. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à structurer tout ça aussi? Parce que du coup, ça a dû arriver sur le tas, en même temps que le développement du réseau, Mm. pour rester toujours comme ce qu'on dit depuis le début, cohérent. Alors, bon, cohérent, on l'a pas toujours été. Mais néanmoins, alors nous, la construction a toujours été la même. C'est-à-dire que ma stratégie et ma vision, c'est on n'est pas fabricant. C'est très cool à raconter de dire j'ai ma petite cuisine centrale où on fait des trucs. En vrai, c'est un autre métier, c'est une autre gestion et moi, ça m'intéresse pas. Et donc, la stratégie chez nous a toujours été de dire on va trouver le meilleur partenaire pour fabriquer chaque type de produit. Et au milieu, entre nous et lui, on va trouver un partenaire logistique qui est capable de stocker et délivrer dans chacun de nos restaurants. Donc, la vraie construction historique, c'est d'abord trouver le partenaire logistique. On commence par ça quand on est petit, euh, qui généralement, lui, a un catalogue. Et donc, on va sourcer 95% de son catalogue. Et puis, au, allez, je vais dire, de manière ponctuelle, lui dire là, j'aimerais tel produit, est-ce qu'on peut le travailler ensemble? Et au fur et à mesure qu'on grandit, en fait, on prend le lien avec le producteur ou avec le fabricant et on sort du catalogue standard. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre pain, c'est nous qui le travaillons en direct avec notre boulanger. Donc, c'est une petite boulangerie, enfin une belle boulangerie maintenant. Ils sont un peu plus de 40 personnes, Ah, belle boulangerie, quand même. région parisienne. On les voit régulièrement. On travaille de l'ingrédient, c'est-à-dire de la provenance de la farine jusqu'au procédé de fabrication avec eux. Ils produisent comme on veut.
ils envoient chez notre partenaire logistique et notre partenaire logistique dispatch. Donc Ok. maintenant, on a ce travail-là, on l'a sur le pain, on l'a sur la viande, on l'a sur une partie de la sauce, on l'a sur tous les produits type friture, donc les frites, etc. Toute cette partie, nos gros produits, ou la pâtisserie chez nous qui est un marqueur assez fort en termes de qualité puisqu'on produit en grande majorité sur place. Ok. Bah, l'approvisionnement, si je prends le cas du muffin par exemple, le muffin chez nous c'est alors on fait pas livrer la farine, le beurre, etc. On fait livrer un mix qui est préfet dans lequel il y a du sucre, de la farine et de la levure globalement. C'est à peu près tout, mais c'est un mix assez simple. Mais en tout cas, on le fait préfabriqué, prédosé. Donc ça, on connaît le fournisseur, on choisit avec lui les provenances de chaque ingrédient, on choisit ce qu'il met ou ce qu'il met pas dans le mix en termes d'additifs, de conservateurs. Typiquement, nous, on est assez strict là-dessus. Bon, le seul additif, ça va être la levure chimique, parce que ça, Ouais. pour faire pousser un muffin, il n'y a pas le choix. Mais c'est le seul additif, on ne permet rien d'autre. Et les origines, ça va être que France. Donc on travaille tout ça avec lui. Et pareil, il envoie chez notre logisticien qui retransmet à nos restaurants. Et ensuite, les restaurants vont mélanger le mix avec les autres ingrédients, le mettre au four et cuire. Ok. Donc c'est le schéma logistique. Pour moi, le maillon fort d'un réseau, c'est avant tout son chaînon logistique. C'est-à-dire comment il stocke la matière première et comment il la délivre de manière régulière dans ses restaurants, au bon prix. Ouais, bien sûr. Et du coup, de manière un peu plus globale, maintenant, donc 60 établissements, j'ai vu que vous avez fait récemment une levée de fonds qui va Oui. permettre d'investir sur du développement. C'est quoi les prochains caps du coup de Bichef? Euh, Nous, là, alors 10 ans, c'est un bel anniversaire. Déjà, c'est un beau cap pour nous. Mais 10 ans, c'est aussi... moi, j'appelle ça le passage de l'adolescence à la maturité pour un réseau. C'est-à-dire, euh, c'est le moment où on va restructurer les choses. C'est-à-dire en tout cas, on a cette possibilité on arrive dans nos premiers renouvellements de contrat ou fin de contrat pour certains. Donc, on commence à avoir une transition de génération. Typiquement, je parlais de notre premier franchisé. Là, il part à la retraite. Il part à la retraite. Il a cédé un de ses établissements. Enfin, et en fait, c'est générationnel, mais c'est important dans la vie d'un réseau. C'est-à-dire qu'on est à ce cap où on va avoir des historiques qui ont monté la marque et les 60 premiers restaurants avec nous qui vont partir pour certains, d'autres qui vont renouveler pour une histoire nouvelle, et puis des gens qui vont arriver et construire cette nouvelle histoire avec nous. Mais je considère que 10 ans, c'est le tournant où on doit raconter une nouvelle histoire. C'est-à-dire que la première histoire de Bichef, c'était comment on va monter entre 50 et 100 restaurants. Puis maintenant, c'est comment on va passer au-delà des 100 et de manière structurée, et puis avoir un outil qui soit plus solide que ce qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas croire que parce qu'on a atteint 50, 60, et puis qu'on est encore là au bout de 10 ans, ce qui est déjà très bien, moi j'en suis fier, mais faut pas croire que pour autant on est invincible et qu'on est hyper puissant. Enfin, on a beaucoup de faiblesses encore à combler, on a beaucoup de choses à améliorer dans la structure de notre réseau. Quand on regarde vers le haut, moi c'est ce que j'aime bien faire, les gros réseaux aujourd'hui, enfin les McDo, BK, etc. Structurellement, il y a encore des choses à franchir de notre côté. Je parle même pas de com ou de marque, hein. Je parle structurellement dans les opérations, dans la manière d'accompagner, dans l'outillage qu'on a derrière, etc. Donc, pour moi, ce cap et cette levée de fonds, en fait, la levée de fonds, elle vient dans ce cap des 10 ans pour dire, OK, on va se donner les moyens de raconter une nouvelle histoire qui va un cran plus loin. Nous, notre histoire, c'est mes premiers bouclards, mes premiers restaurants, c'était à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires par resto. En 10 ans, on a réussi à amener notre moyenne au-delà de 600. On est entre 650 et 700. Et avec des établissements aujourd'hui qui arrivent à ouvrir entre 800 et 900. Ça, c'est ce qu'on a fait en 10 premières années. Ma nouvelle histoire, c'est on va pas s'arrêter là, c'est comment on passe le cap supplémentaire. Sauf le cap supplémentaire, on le voit, on commence à plafonner parce que pas assez de place assise, alors qu'en fait on a un concept d'expérience où les gens mangent beaucoup sur place. Pas assez de puissance de frappe sur les périphéries en province parce qu'on a des établissements trop petits aussi. Alors c'est pas le nombre de places assises, mais c'est la visibilité. Quand on a un 100 mètres carrés en province et qu'en face de nous, il y a que des gens qui font 400 ou 500. C'est quoi les emplacements types en province? Ça va être soit du C'est par exemple, soit un centre commercial. centre-ville ou périphérie, mais plutôt en dehors des centres commerciaux. Enfin, de plus en plus. Historiquement, on s'est beaucoup construit sur des petits emplacements de centre-ville ou des centres commerciaux dans des petits emplacements. Aujourd'hui, on voit que pour aller franchir le cap de plus, c'est-à-dire
avoir une enseigne qui va aller titiller un KFC déjà pour commencer, c'est-à-dire qui va titiller 1,5 million de chiffre d'affaires moyen par unité. Il faut aussi qu'on soit capable de... Il y a un côté communication et plateforme de marque qu'il faut qu'on continue à faire grossir, mais il faut aussi qu'on soit capable de générer des unités plus puissantes. Donc aller, au lieu de se mettre dans une périphérie, dans le centre commercial, dans un local de 100 mètres carrés, sortir du centre, se mettre sur le rond-point et prendre 400. Okay. Ça, c'est la stratégie aujourd'hui. Et cette levée de fonds, elle contribue en réalité majoritairement à ça, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'initier le renouvellement de marque, de faire la transition avec nos franchisés aussi, puisqu'on va les aider à investir là-dedans et à faire le changement. Mais elle va nous aider aussi à construire le modèle de demain, qui est un modèle de drive, sur lequel on va faire un certain nombre d'acquisitions, nous, en succursale, ouvrir nos propres restos, les tester, les améliorer, et derrière, parfois les mettre en location-gérance, parfois les vendre à des franchisés. Mais en tout cas, on a cette volonté aujourd'hui d'aller titiller un modèle qui n'est pas le nôtre historiquement. Ok, donc il y a quand même un besoin de conserver un peu une boîte de pétri au sein du groupe où on va tester de nouvelles choses et pas tout de suite avoir une idée et l'implémenter partout. Parce que c'est vrai qu'on parlait de renouveau, j'imagine qu'en fait, dans les faits, il y a ce truc de test dans certains établissements pour garantir le fait que ce soit vraiment un besoin et puis un produit qui plaît. Et puis, ouais, c'est important. C'est important pour nous. Alors, sur l'aspect produit, en réalité, un bon réseau de franchisés aujourd'hui, il sert de boîte de test parce que y a toujours des franchisés qui sont volontaires pour tester, pour engager le produit, pour voir ce qui s'y passe, etc. Mais nous, on a besoin sur des modèles opérationnels parce qu'aujourd'hui, typiquement, j'estime qu'on a une limite forte depuis quelques années, qui est notre capacité à servir vite, très vite, pardon, on va dire très vite. La moyenne d'un fast casual dans le burger, etc., c'est entre 5 et 10 minutes. La moyenne d'un McDo ou d'un BK en drive, c'est plutôt entre 3 et 5. Et franchir, ça paraît pas grand-chose, mais passer de 5-7 à 3-5, en fait, c'est un changement complet de paradigme et d'organisation. Ça, c'est un truc qu'on va tester nous. C'est-à-dire, c'est un truc sur lequel on a besoin de restructurer nos cuisines, on a besoin de réfléchir, etc. Ça ne s'appliquera pas forcément, puisqu'on a un historique de réseau à tout le monde, parce que j'ai encore des restaurants qui feront 600, 800, 900 000 et qui sont très bien lotis pour le faire. Mais demain, ceux qu'on veut faire passer le cap du 1,2 million, 1,4 million, en fait, il faut qu'on structure autrement leur cuisine. Donc ça, c'est des choses qu'on teste nous-mêmes. Et il y en aura d'autres, en fait, dans tout ce qui va rentrer vraiment dans des aspects très opérationnels, process, flux de travail, ça, c'est nous qui devons le tester. Bien sûr. Est-ce que tous les outils, typiquement les bornes de commande, etc., c'est pareil, sur 10 ans, tu as pas mal de recul par rapport à ça. Est-ce que c'est des choses qui sont venues aider dans l'optimisation du service ou est-ce que c'est des choses qui sont plutôt... alors je ne vais pas dire gadget parce que c'est pas l'idée, mais qui viennent apporter un plus dans le service, mais qui ne sont pas forcément essentiels pour un resto qui veut faire plus de volume, plus de quantité. Alors, ça dépend desquels. La borne, pour moi, c'est une révolution. Okay. À tel point que dans le concept qu'on lance le 17 avril, qui est donc notre nouveau concept, nouvelle marque, nouvelle carte, etc., dont je parlais tout à l'heure, on est en flux 100% borne. C'est-à-dire que le client n'a plus de caisse, ce qui n'est pas 100% vrai parce qu'il peut très bien, s'il a besoin de payer en espèces, il va falloir que j'ai quand même un caissier qui le... Mais globalement, le flux de commandes se passe à la borne. C'est-à-dire qu'on a déporté l'idée comme dans un McDo ou dans un BK, tu arrives à l'entrée et tu passes ta commande. On se rend compte que la borne a changé deux choses. La première, c'est que opérationnellement, ça a permis de déplacer des ressources ailleurs. Aujourd'hui, je considère que le caissier n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Alors, on va dire qu'il fait de la vente additionnelle, mais un bon caissier qui fait de la vente additionnelle, il n'y en a pas tant que ça. Et généralement, quand on est vraiment en mode fast-food, c'est-à-dire il y a la queue et beaucoup de monde et il faut servir très vite, il n'a pas le temps avec chaque client de survendre et tout. Donc, il ne fait pas si bien ce boulot-là que ça. Et il n'apporte pas beaucoup de valeur, le caissier, par rapport à une borne qui fait très bien de la vente additionnelle aussi. En revanche, sortir le caissier de ce truc-là et le mettre à l'accueil, au service ou des choses comme ça, là, on apporte une expérience. Donc ça, la borne, nous, elle nous permet ça. Ce changement de rôle et l'apport de valeur par le gars qui était anciennement caissier avec une tâche répétitive pas très intéressante, le faire passer à des rôles de service qui sont des rôles de clientèle, qui sont beaucoup plus humains et à mon sens passionnants dans le métier. Et puis elle apporte aussi
En fait, aujourd'hui, les clients, ils aiment la borne. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un resto, ils voient une caisse, une borne, les 3 quarts, ils vont à la borne tout de Ouais. suite. Ils sont tout seuls, ils ont leur temps, ils prennent leur temps de réfléchir. En fait, ça, c'est vraiment plus un gadget. Aujourd'hui, c'est une habitude de fonctionnement et de consommation qui est ancrée dans les habitudes des Français. Donc ça, pour moi, ça a été une révolution et qui s'est faite assez rapidement. Euh, Et en technologie, t'en as d'autres que tu as pu mettre en place, tester, pas tester? Je pense alors, typiquement, alors je pense pas que ce soit le cas chez vous, mais tout ce qui est paiement à table, qui sont vus aussi comme certaines révolutions pour certains types de restos aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as pu tester sur lesquels tu as un retour terrain? alors on va les faire dans l'ordre. Le click and collect, moi, je persiste à pas y croire. Ouais. On a eu un petit élan là après le Covid où tout le monde a dit ah si le click and collect c'est l'avenir, tu vas voir et tout. Ouais. Bref, ça a duré Tous les 2 systèmes mois qui sont que les arrivés mecs avec. ils avaient peur avec leurs masques et tout, mais après c'est fini. Click and collect aujourd'hui ça représente quasi rien dans les ventes et le peu des ventes que ça représente c'est des gens qui en réalité font pas du click and collect, qui font de la livraison externalisée. Enfin bon bref. Ouais. Donc, à mon sens ce truc là je mets de côté parce que c'est pas un levier d'avenir et c'est pas un mode de consommation. La commande à table. Je pense que oui, c'est un vrai truc. Euh, ça pose, enfin, ça a des gros avantages, notamment le paiement à table. Je trouve que c'est un vrai moyen de dissocier le moment de payer qui est jamais très agréable Ouais. du reste du service. La prise de commande à table, je sais pas, parce que, alors nous typiquement. On le met en test dans notre nouvel établissement aussi, mais pas sur du 100% commande, parce qu'il faut qu'il y ait un flux à un moment. Si on fait tout, ça marche pas. J'ai souvenir, je sais pas où ils en sont d'ailleurs aujourd'hui, mais je sais plus si c'est BK ou McDo. Si, je crois que c'est BK qui avait lancé la commande à table, et où en fait dans les restos on était perdus parce qu'on arrivait, on se disait putain il y a les bornes, mais en même temps ils disent que je peux commander à table, mais je fais quoi? Du coup je vais à table, je vais en borne, il y a un peu ce truc de putain je fais quoi? Ça, moi, ça m'emmerde. J'aime bien que le flux soit directionnel, qu'il y ait un truc, que les gens sachent où ils vont. Par contre, le fait de pouvoir être assis à table, j'ai passé toute ma commande et de dire ah merde, on voulait une boisson en plus, je trouve que c'est pas déplaisant et qu'il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. Donc, je sais pas te dire si ça marchera ou pas, mais j'y crois pas mal parce que tu es dans des modes de restauration rapide où les gens, ils n'ont pas envie de retourner à la borne, repasser Ouais. leur commande, enfin, etc. Ou parfois même sur un dessert, tu vois. Là, on est obligé de commander la glace tout de suite. Parfois, j'aimerais me dire, je suis assis et je la commande au moment où j'en ai envie. Donc ça, je pense qu'il y a un truc. Euh, Après, attention à... typiquement, aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus utilisée, parce que Sunday a été quand même euh, enfin en tout cas pionnier sur ce secteur-là. Je ne sais pas s'ils étaient les premiers, en tout cas c'est les premiers à avoir beaucoup développé. Et je trouve parfois que certains restaurants tradis veulent aller trop loin en disant mais on va même mettre la prise de commande à table et tout. Et bon, putain, quand tu vas au resto tradi, t'y T'as vas pas pas envie, pour en fait pas avoir de serveur, quoi. Enfin, t'y vas quand même ouais, pour c'est avoir clair. une discussion avec quelqu'un. En fait, il faut pas, à mon sens, que ça remplace le service. Je crois Il que là, faut. c'est vraiment les sujets chez eux, hein, vraiment le modèle hybride, c'est-à-dire de redévelopper le truc pour que ce soit pas tout blanc ou tout noir, mais réussir à inclure le truc logiquement. Et je pense que là, ils ont tout gagné, quoi. Aujourd'hui, enfin, je pense que c'est une connerie de penser que la commande à table, comme la borne, va remplacer le serveur. En gros, la Ouais. borne a remplacé le caissier. Bah, la commande à table, ça va remplacer le serveur. Je pense qu'il faut surtout pas penser ça parce que pour moi, la commande à table, c'est un outil. Ça permet de délester de certaines tâches qui sont rébarbatives et sans intérêt, comme le paiement. Ouais. Pas sans intérêt, c'est important le paiement, mais en tout cas, ça n'a aucun intérêt qu'il y ait un serveur qui soit là avec son TPE devant tes clients à attendre et puis à dire je vous sépare en 4 cartes, qui Ouais. veut payer. Enfin, pour moi, c'est un temps perdu fou. Là où ce serveur-là, il aurait pu passer du temps à expliquer la carte, à discuter avec les clients, à créer un lien. Enfin, et donc, je pense qu'aujourd'hui, ces outils-là, c'est des moyens d'optimiser le service. C'est-à-dire de dire, on supprime des tâches rébarbatives, pas positives pour le client et pas intéressantes pour le serveur, en quelque chose de plus glorifiant et de plus humain en termes d'expérience. Et donc, je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça et pas comme un moyen de remplacer. Là où la borne, elle a juste remplacé. Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Je pense. Est-ce qu'il y a des éléments dont tu aurais souhaité parler, des sujets qu'on n'a pas évoqués ou qu'on n'a pas poussés et qui te resteraient dans le coin de la tête? Non, on a fait un bon tour. Je pense que... Non, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon
et on a couvert quand même pas mal de choses entre la franchise, les offres, les renouvellements. Enfin bon, on a été au bout de pas mal de trucs et non, non. Ok. Je pense qu'on Bah a écoute, couvert une grosse partie de ce qu'est le marché aujourd'hui. et bah dans ce cas, génial. Bah, Julien, je te remercie. Merci à C'était un toi. plaisir de tourner avec toi. De même. Du coup, j'imagine que les autres personnes qui nous écoutent peuvent s'attendre à voir l'image changer, d'après ce que j'ai compris, Ouais. pour les gens de la marque, donc à suivre. Et puis, merci du coup à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Eh ben, merci à toi de l'invitation et très content d'avoir fait ce podcast C'était avec avec toi. plaisir. Bon, bah super.